Quoi qu'en dise Donald Trump, l'Iran a officiellement revendiqué aujourd'hui ses droits sur le détroit d'Ormuz et a annoncé l'instauration d'un passage payant pour tous les navires, malgré la position des États-Unis d'Amérique. À l'insu des équipes de négociation, Oman et l'Iran se sont secrètement mis d'accord et promeuvent désormais un plan qui pourrait radicalement changer les règles de la navigation à travers le détroit d'Ormuz. Désormais, Oman insiste également sur le passage payant des navires, et je rappelle que le détroit d'Ormuz est partagé précisément entre l'Iran et Oman. Bien qu'officiellement il soit question de contributions volontaires, à Téhéran on ne cache pas qu'elles sont considérées comme un paiement obligatoire. Donald Trump s'est vanté aujourd'hui de négociations réussies avec l'Iran, tandis que l'Iran lui-même a présenté de nouvelles exigences aux États-Unis pour la signature d'un accord de paix définitif. Après que les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord pour cesser les frappes réciproques et tenir des consultations au Qatar sur la navigation dans le détroit d'Ormuz, la situation s'est à nouveau compliquée en raison de la position de Téhéran. L'Iran a déclaré qu'il ne négocierait pas avec les hauts représentants des États-Unis, mais le problème pour Washington est que, pendant que Trump se vantait de ses succès, un accord avait déjà été conclu dans son dos. Dans cette édition, nous allons également analyser les données sur la navigation dans le détroit d'Ormuz, et elles indiquent qu'il reste encore un très long chemin à parcourir avant de retrouver les niveaux d'avant-guerre. Pendant ce temps, le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que l'Amérique avait encore beaucoup de cartes et d'atouts dans sa manche, qu'elle était prête à utiliser contre l'Iran. Mais les États-Unis sont également prêts à accepter un succès partiel dans cette guerre. Actuellement, des négociations se tiennent au Qatar entre les États-Unis et l'Iran. Parlons des dernières nouvelles directement du terrain. Et pendant ce temps, la lutte politique est de retour en Ukraine. Le président Zelensky a spécialement convoqué au bureau du président l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaloujny, pour lui demander de renoncer à ses ambitions présidentielles et de ne pas présenter sa candidature aux prochaines élections, qui selon lui pourraient avoir lieu dès cet automne. En fait, les derniers sondages ont montré que Zelensky perdrait très probablement face à Zaloujny. Je m'appelle Alexei Pitchi et discutons ensemble de ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et nous y publions les actualités au fur et à mesure qu'elles arrivent. Alors, commençons bien sûr par le sujet iranien. Le président américain Donald Trump, commentant les négociations avec l'Iran, a déclaré que Washington s'entendait très bien avec Téhéran. Selon lui, les récentes rencontres au Qatar se sont très bien déroulées. Voici la citation de Donald Trump. La dénucléarisation de l'Iran progresse bien. Ils ont eu de très bonnes rencontres, mais nous verrons. Je dois préciser ces rencontres. En réalité, elles n'ont jamais eu lieu, mais pour Trump, tout s'est bien passé. Je note que mercredi, les États-Unis et l'Iran ont mené des négociations techniques à Doha. Les parties ont discuté du flux des navires à travers le détroit d'Ormuz et de la question du cessez-le-feu. Mercredi, les envoyés de Trump, Jared Kushner et Steven Witkoff, ont rencontré le Premier ministre du Qatar, c'est-à-dire l'intermédiaire lors des négociations, alors qu'à l'origine, Trump avait annoncé des négociations directes avec l'Iran. Mais il n'y a pas eu de négociations directes. Et c'est précisément le réticence des Iraniens de mener des négociations directes avec les représentants américains qui montre que Téhéran mène un jeu parallèle et, disons, une voie diplomatique parallèle. Je rappelle que l'Iran a déclaré mardi qu'il n'avait pas l'intention de rencontrer les hauts représentants des États-Unis arrivés au Qatar. Il s'agit de Witkoff et Kushner. Cette position de Téhéran complique les perspectives de conclusion d'un accord de paix à long terme entre les pays. Et voilà que les responsables iraniens ont déclaré qu'avant de discuter de questions plus complexes, notamment d'éventuelles restrictions sur le programme nucléaire, les parties devaient régler toutes les conditions du cessez-le-feu qui a été convenu il y a 2 semaines. Il s'agit de la levée des sanctions, de la levée du blocus, du dégel des avoirs iraniens, et ainsi de suite. Ces déclarations témoignent que Washington et Téhéran sont toujours loin de parvenir à un compromis sur les points clés, même sur un accord-cadre préliminaire. Il prévoit que l'Iran doit renoncer à bloquer le détroit d'Ormuz en échange de mesures incitatives financières.
Après cela, les parties auront 60 jours pour négocier la conclusion d'un accord de paix permanent. Eh bien, sur ces 60 jours, 2 semaines se sont déjà écoulées. Jared Kushner, gendre du président des États-Unis Donald Trump, et l'envoyé spécial Steven Witkoff sont arrivés à Doha pour des négociations que la Maison-Blanche qualifie de haut niveau. Dans le même temps, les autorités iraniennes et qataries ont indiqué que les représentants américains ne contacteraient que les intermédiaires et non directement la partie iranienne. Et il est incorrect de qualifier cela de rencontre de haut niveau. Et c'est là que tout devient vraiment intéressant. L'Iran a déjà déclaré contrôler le détroit d'Ormuz. La navigation à travers le détroit d'Ormuz a partiellement repris après la guerre et ces derniers temps. Cependant, les responsables iraniens insistent sur le fait que le contrôle du trafic maritime sera exercé conjointement avec Oman, qui se trouve sur la rive opposée du détroit stratégique. De plus, Téhéran a annoncé son intention d'introduire des frais de passage pour les navires à partir de la mi-août, après la fin de la période de négociation de 60 jours, et en fait, si l'on regarde le mémorandum d'entente, Téhéran en a pleinement le droit. Et Trump l'a signé. Et ici, je vais citer le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf. La souveraineté sur le détroit d'Ormuz appartient à l'Iran et à Oman, et la circulation dans le détroit est régulée par des accords définis par l'Iran. Et donc, malgré cette incertitude, les prix du pétrole ont tout de même baissé après les événements du week-end, lorsque les États-Unis ont frappé des installations militaires iraniennes en réponse aux attaques de drones contre des navires commerciaux. Ah, et l'Iran a également attaqué des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn. Et dans le même temps, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a averti que même après la stabilisation des marchés de l'énergie, les économies les plus vulnérables pourraient continuer à souffrir fortement de la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant. Ils disent que tout ne reviendra pas à la normale comme ça. Cela prendra beaucoup de temps. La guerre a déjà entraîné une accélération de l'inflation mondiale. C'est ce qui a été déclaré lors de la conférence. Et cela a accru la pression politique sur Donald Trump à la veille des élections de mi-mandat au Congrès américain en novembre, dont les résultats détermineront le contrôle de l'organe législatif des États-Unis. Donald Trump lui-même et le ministre des Finances américain Scott Bessent ont déjà appelé les vendeurs de carburant aux États-Unis à baisser les prix de l'essence. Ils disent « Les prix du pétrole ont baissé, alors réduisez ceux de l'essence ». C'est quand même étrange qu'un ministre des Finances lance de tels appels, car il comprend très bien que les mêmes réseaux de stations-service, ils vendent actuellement l'essence qui a été achetée à l'époque où les prix du pétrole étaient beaucoup plus élevés. Mais avant qu'ils n'atteignent les prix actuels, il faudra encore un certain temps. Et l'accord temporaire entre les États-Unis et l'Iran prévoit également la cessation des hostilités entre Israël et le groupe Hezbollah, soutenu par l'Iran au Liban. Cependant, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, qui est un allié du Hezbollah, a exprimé des doutes concernant l'accord cadre séparé entre le Liban et Israël, conclu sous la médiation des États-Unis. C'était la semaine dernière. Les analystes notent qu'un tel accord pourrait simplement entériner l'affrontement actuel, car le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban est directement lié au désarmement du Hezbollah. Mais le principal point d'achoppement à ce stade des négociations, c'est le détroit d'Ormuz. Il y a quelque chose que Donald Trump n'est pas pressé de dire publiquement pour l'instant, même s'il le sait parfaitement. Et ce n'est pas pour rien. J'ai dit un peu plus tôt que l'Iran mène son propre jeu parallèle, pendant que Donald Trump assure à tout le monde que tout va très bien pour lui, qu'il s'entend très bien avec Téhéran. Mais Téhéran joue sa propre carte. Oman, Téhéran et l'Iran promeuvent actuellement un plan commun qui pourrait radicalement changer les règles de la navigation à travers le détroit d'Ormuz, l'une des routes maritimes les plus importantes au monde. Après la fin de la guerre américano-iranienne, c'est Mascate qui a proposé d'introduire un péage pour l'utilisation du détroit. Et bien que, officiellement, à Oman on parle de contributions volontaires, à Téhéran, bien sûr, on ne cache pas qu'on les considère comme un paiement obligatoire. En gros, un paiement. Volontaire, mais sans paiement, vous ne traverserez pas le détroit. Sinon, rien n'est exigé, tout repose sur le volontariat. Je vais maintenant expliquer le fonctionnement du système.
Comme on l'a appris aujourd'hui, Oman a déjà même transmis aux États-Unis d'Amérique et à d'autres alliés occidentaux une proposition officielle concernant le nouveau mécanisme d'utilisation du détroit d'Ormuz. Selon le document, les compagnies maritimes devront verser des contributions pour garantir la sécurité de la navigation dans ce détroit. La partie omanaise insiste sur le fait que ces paiements seront volontaires et ne constituent pas un droit de passage classique ou une taxe de transit. Il est proposé de prendre pour modèle les détroits de Malacca et de Singapour, où un fonds spécial existe depuis de nombreuses années, dans lequel les gouvernements et les entreprises privées versent volontairement des fonds spécifiques pour soutenir la sécurité de la navigation dans ce détroit. Cependant, la partie iranienne interprète les accords différemment. Et voici qu'un des hauts fonctionnaires iraniens a déclaré que les paiements devaient être obligatoires et qu'ils seraient ensuite simplement partagés à parts égales entre l'Iran et Oman. Il dit « C'est notre détroit commun, nous allons collecter l'argent et le partager à deux, 50-50 ». Il est important de se rappeler qu'avant la guerre entre les États-Unis et l'Iran, le détroit d'Ormuz restait ouvert, qui est une voie maritime internationale importante, et les navires pouvaient en l'utiliser absolument gratuitement. Cela a fonctionné pendant de nombreuses décennies, et il s'avère que c'était assez sûr là-bas. Mais c'était avant que Donald Trump ne décide d'attaquer l'Iran. Cependant, pendant les hostilités, l'Iran a effectivement pris le contrôle du détroit et a bloqué la circulation des navires. Cela a entraîné une forte hausse des prix mondiaux du pétrole, qui, comme vous vous en souvenez, ont dépassé les $100 le baril, et le prix du carburant a augmenté dans de nombreux pays du monde. Après la fin de la guerre, Téhéran a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait l'intention d'utiliser son contrôle sur le détroit comme un instrument économique. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, a déjà déclaré que le détroit d'Ormuz ne reviendrait jamais à son statut d'avant-guerre, lorsque le passage était entièrement gratuit. Comme on dit, c'était une autre époque, puis Trump est arrivé. Mais Washington s'oppose catégoriquement à toute tentative de monétiser le passage par le détroit d'Ormuz, mais pour anticiper, je dirais qu'il se pourrait bien que l'avis de Washington ne soit pas pris en compte. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que les États-Unis s'opposent à tout paiement, quel que soit le nom qu'on lui donne, taxe, redevance ou contribution volontaire. En gros, peu importe comment vous l'appelez, mais le passage doit être gratuit. Auparavant, le président américain Donald Trump avait également qualifié d'inacceptable l'idée de faire payer le passage des navires par le détroit d'Ormuz. Au printemps dernier, il avait même menacé Oman de conséquences militaires si le pays soutenait de telles initiatives. Malgré cela, les négociateurs américains poursuivent leurs consultations avec Mascate et espèrent en trouver un compromis. Elles ne sont donc plus rejetées. Désormais, on dit « Écoutez, ce n'est plus seulement l'Iran qui le souhaite, Oman l'exige aussi. Essayons donc de trouver un accord. » Permettez-moi de clarifier, au cas où vous n'auriez pas compris, je vais insister sur cette idée. L'Iran s'est maintenant entendu avec Mascate et a transféré tout ce sale travail sur les épaules d'Oman. Comme si ce n'était pas eux qui poussaient activement cette idée. Maintenant, c'est l'idée d'Oman, donc il faut négocier. Et voici le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Badar al-Boulbek, qui souligne que le pays ne propose pas d'introduire des frais spécifiquement pour le transit, car cela irait à l'encontre du droit international. Les Omanais disent « il n'y a pas de paiement obligatoire ». À la place, selon ses propres mots, il s'agit de financer les services assurant la sécurité de la navigation, la gestion des accidents et la protection de l'environnement. Je ne vais pas me répéter, mais avant la guerre, tout fonctionnait, tout allait trop bien. Maintenant, apparemment, il faut de l'argent pour tout ça. Donc, Al-Boussaïdi a souligné que le maintien du détroit dans un état sûr nécessite des dépenses importantes. Mais toute l'astuce, c'est que la seule menace dans le détroit d'Ormuz, c'est l'Iran. Et c'est justement l'Iran, avec Oman, qui va collecter de l'argent pour protéger les navires contre la menace iranienne. Absurde? Bien sûr. C'est justement ce type de schéma que les deux pays promeuvent actuellement. Les diplomates européens reconnaissent qu'ils n'aiment pas l'idée de nouveaux paiements, mais actuellement, la tâche principale est de rendre le mécanisme possible sans qu'il ne contredise le droit international.
Le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, Arsenio Dominguez, a déclaré aujourd'hui que tout prélèvement obligatoire serait illégal. Dans le même temps, il a admis la possibilité de créer un fonds volontaire, s'il fonctionne selon le modèle du détroit de Malacca. Autrement dit, en Europe, on n'est généralement pas contre le fait de percevoir des frais pour le passage des navires par le détroit d'Ormuz, ils cherchent simplement des moyens de l'appeler autrement pour que cela ne ressemble pas à une extorsion. Et s'ils trouvent de comment faire ce qu'ils ont déjà fait, il est fort probable que les Américains ne pourront pas s'y opposer. Et dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, le prince Faisal Ben Farhan, a donné un verdict tout simplement génial sur toute cette situation. Voici sa citation. Pourquoi devrions-nous accepter une nouvelle règle dans le détroit d'Ormuz simplement parce qu'une guerre a éclaté? Mais Donald Trump n'a pas de réponse à cette question. Et maintenant, le plus important. À Mascate, ils ont déjà déclaré ouvertement que tant que les envoyés de Trump, Witkoff et Kushner menaient leurs négociations au Qatar, dans les prochains jours, l'Iran et Oman prévoient de commencer des négociations officielles sur le futur régime de navigation dans le détroit d'Ormuz. C'est précisément ce sujet qui reste l'un des points clés dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran après la conclusion de l'accord-cadre de paix. Et donc, si les parties parviennent tout de même à un accord sur un nouveau mécanisme de financement, cela pourrait devenir le changement le plus significatif des règles d'utilisation du détroit d'Ormuz depuis des décennies et avoir un impact considérable sur le commerce mondial. Puisque c'est précisément par cette route qu'environ un vingtième des exportations mondiales de pétrole et des volumes importants de gaz naturel liquéfié transitent. D'ailleurs, selon les données du service Marine Traffic, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz augmente progressivement. Hier, on a enregistré 34 traversées, mais cela reste encore loin de la moyenne d'avant-guerre, qui était d'environ 100 traversées quotidiennes. Malgré le trafic maritime croissant, les problèmes de sécurité subsistent, Oman et l'Iran devant assurer une certaine protection contre ces risques. Annoncé le Centre d'information maritime conjoint a déclaré mardi soir, je cite, « Le niveau de menace pour la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz a été élevé à un niveau significatif. Un danger supplémentaire lié aux mines persiste et les opérations de déminage se poursuivent. » Les navires marchands traversent le détroit à la fois par le corridor sud omano-iranien ainsi que par la route nord contrôlée par l'Iran. Et ce qui est amusant, c'est que selon le mémorandum d'entente que Donald Trump a signé le 17 juin, les États-Unis d'Amérique ont jusqu'au 19 juillet pour lever complètement le blocus naval des ports iraniens. Et l'Iran, en retour, est censé faire tout son possible pour rétablir le flux de marchandises au niveau d'avant-guerre pendant cette même période. Mais il est clairement indiqué que cela n'est pas garanti. C'est-à-dire que les Américains sont obligés de lever tout le blocus et les Iraniens feront des efforts pour lever le leur également. Et donc, selon l'analyse de Tanker Trackers, après la levée officielle du blocus que les États-Unis ont effectuée il y a 2 semaines, l'Iran a déjà exporté environ 50 millions de barils de pétrole brut, alors que d'autres pays du Golfe Persique rencontrent des difficultés à organiser leur propre exportation. Parce que le Golfe Persique est maintenant encombré de ces pétroliers, qui n'arrivent toujours pas à sortir du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, un énorme pétrolier s'est également échoué là-bas, bloquant ainsi une partie du détroit. Et voici le principal piège dans lequel essaie tomber Donald Trump. L'accord du 17 juin ne traite pas de la question de savoir si l'Iran conservera finalement le contrôle du détroit d'Ormuz. Il y est clairement indiqué que les navires pourront passer gratuitement seulement pendant 60 jours, le temps que l'Iran et ses voisins du Golfe Persique négocient un nouvel accord sur le détroit d'Ormuz. Cela signifie donc que l'Iran pourrait être autorisé à percevoir des frais, et nous voyons dans quelle direction vont ces négociations. Pendant ce temps, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a essayé de nous dire quelque chose, mais honnêtement, je dois avouer que je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Peut-être que vous comprendrez. J.D. Vance a déclaré que lors des négociations avec l'Iran, il restait encore beaucoup de cartes à jouer. Si Téhéran, comme le souligne Vance, réagit correctement, alors tout le monde regardera en arrière et dira que tout a commencé à partir de zéro.
Dans le cas contraire, si l'Iran agit mal, les États-Unis, comme l'a déclaré Vance, disposent de nombreux leviers de pression pour garantir que le résultat soit favorable à l'Amérique. Permettez-moi de vous donner la citation complète de J.D. Vance. Tout le monde a envie de dire que tout est terminé. Ou bien les démocrates et, franchement, même certains républicains disent « Eh bien, cela montre que Donald Trump a flanché ». Et d'autres disent que tout est se fini. Et les Iraniens disent ceci ou cela. Et moi, je serai extrêmement sceptique à l'égard de tout ce qui se dit en ce moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons une administration, nous avons le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui essaie constamment de comprendre comment obtenir un avantage pour le peuple américain. Je crois fermement qu'au final, nous repenserons à ce moment et nous dirons « nous sommes arrivés à un bon résultat ». Cela demandera beaucoup de travail, non seulement sur le plan des négociations, mais aussi dans d'autres domaines. En général, les amis, si vous avez compris quelles autres cartes il reste à Donald Trump concernant l'Iran, et quand il va les jouer, d'après cette déclaration de J.J. Vance, écrivez-le, s'il vous plaît, dans les commentaires. Parce que j'ai réécouté cette déclaration de Vance plusieurs fois, et je n'ai toujours pas compris où il voulait en venir. Il dit que nous avons un super président, vraiment génial, qui, attention, essaie constamment de comprendre comment obtenir un avantage pour le peuple américain. Il essaie de comprendre. Donc il n'avait aucune stratégie au départ. Quand il a commencé la guerre, comprenait-il dans quoi il s'engageait, ou bien essaie-t-il seulement maintenant de comprendre quoi faire ensuite? Ensuite, il dit « Il y a des cartes et nous les utilisons. » Quelles cartes? Lesquelles? Où? S'il y avait des cartes, on les aurait déjà utilisées. Mais apparemment, il n'y en a pas. Et nous voyons que l'Iran reçoit excusez-moi, d'avantages, plein de sortes de préférences, alors que Donald Trump essaie de comprendre comment obtenir un avantage pour le peuple américain. C'est à l'étape des négociations après combien de temps? 2 mois de guerre, même plus de 2 mois. Et en résumant la journée d'aujourd'hui, le 1er juillet, je ne peux pas passer à côté d'une actualité purement politique ukrainienne. L'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, aujourd'hui ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni, Valéry Zaloujny, lors d'une rencontre en juin avec Volodymyr Zelensky à Kiev, a déclaré son intention de se présenter à la présidence de l'Ukraine. Et Zelensky l'a activement dissuadé de cette idée. C'est ce qu'ont rapporté à Ukrainska Pravda des sources proches d'eux. Selon les sources d'Ukrainska Pravda, Zelensky a expliqué à Zaloujny que la situation sur le front évoluait favorablement et que la société restait suffisamment unie, ce qui créait une fenêtre d'opportunité pour organiser des élections dès cet automne. Dans le même temps, le président Zelensky a souligné que la tâche principale était d'éviter une division interne qui, selon lui, pouvait survenir en cas d'affrontement avec l'ancien commandant en chef Zaloujny. Apparemment, il vaudrait mieux que les Ukrainiens n'ayant qu'un seul candidat fort, Volodymyr Zelensky, et quelques autres candidats techniques pour faire diversion et donner une légitimité à ces élections. Et donc, selon les sources d'Ukrainska Pravda, Zelensky a directement demandé à Zaloujny s'il comptait se présenter à la présidence. Et celui-ci a répondu, je cite, « Oui, je le ferai ». Le général Zaloujny a ajouté qu'il ne cherche pas à faire carrière en politique, mais qu'il ne peut pas ignorer les Ukrainiens qui placent leurs espoirs en lui. Et c'est là que tout est devenu vraiment intéressant. On a commencé à faire pression sur Zaloujny. Après la rencontre avec Zelensky, Zaloujny a rencontré le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Roustem Oumerov, et le chef du groupe parlementaire Serviteurs du peuple, David Arahamia. Selon des sources, ils ont également tenté de convaincre Zaloujny de renoncer à participer aux élections, en le mettant en garde contre le risque de division de la société en raison d'une campagne électorale excessivement conflictuelle. Cependant, Zaloujny n'a pas changé de position, et en guise d'au revoir, ils lui ont demandé une fois de plus de bien réfléchir. Selon Ukrainska Pravda, si Zaloujny refusait de se présenter à la présidentielle, Zelensky était prêt à lui offrir n'importe quel poste d'État, même celui de Premier ministre. Il lui aurait dit « Prends ce que tu veux, mais ne te présente pas aux élections ». Mais Zaloujny n'a pas abandonné cette idée.
Mais pourquoi une telle panique au sein du bureau du président de l'Ukraine et pourquoi ont-ils commencé à dissuader Zaloujny de participer aux élections? En fait, selon un sondage sociologique réalisé en mai-juin par l'Institut international de sociologie de Kiev, 73% des Ukrainiens font confiance à Zaloujny. Un chiffre sacré, n'est-ce pas? Alors que Zelensky n'a que 61%, mais ce n'est que le début. En même temps, Ukrainska Pravda cite les données d'un sondage sociologique confidentiel réalisé par l'une des sociétés de sondage ukrainiennes à la demande du bureau du président. Selon les résultats, au premier tour, si l'élection avait lieu la semaine prochaine, environ 33% des Ukrainiens qui ont déjà fait leur choix seraient prêts à voter pour Zelensky. En deuxième position lors de l'élection se trouverait Zaloujny avec 22% des voix. Et à la troisième place, le chef de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense et l'actuel chef du bureau du président, Kirill Boudanov, avec 14%. Cependant, au second tour de l'élection présidentielle, comme le montre le sondage, Zelensky commencerait à avoir des problèmes. Face à Zaloujny, le président actuel Zelensky perdrait, n'obtenant que 32% des voix, tandis que le général en recevrait 37%. En cas de second tour contre Boudanov, le sondage montre une victoire de Zelensky, mais seulement dans la marge d'erreur statistique, 34% contre 32%. Autrement dit, quel que soit le général qui affronterait Zelensky au second tour, il n'est pas possible de garantir la victoire du président sortant. Il est également noté que Boudanov est prêt à renoncer à ses perspectives politiques en faveur de Zelensky, mais seulement à condition que Zaloujny fasse de même. Et il semble que Zaloujny ne soit pas prêt à le faire. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don, quel qu'il soit, via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas, soutenir la chaîne Alexei Petchy. Choisissez le moyen qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.